Bonjour et bienvenue sur ce chapitre sur le processus d'achat. Le processus d'achat, on va l'étudier en utilisant les trois films que je vous ai proposés et on va suivre le planning suivant. Tout d'abord, le baromètre des achats. On va se poser la question aujourd'hui, quelle est la situation des achats? On verra ensuite le cadre dans lequel le processus d'achat s'effectue, donc on aura une vision globale. Et ensuite, on va en troisième partie les détails et les 10 étapes du processus d'achat. À la fin de ce chapitre, je vous proposerai d'ailleurs de faire un exercice utilisant les 10 étapes du processus d'achat. Le baromètre, vous en avez des explications sur le film numéro 1. La question qu'on va se poser, c'est la suivante, c'est qui achète, comment on achète, le e-commerce est-il l'avenir? Et on verra dans un chapitre ultérieur qu'est-ce qu'un bon devis. La première chose qui est importante de savoir aujourd'hui, c'est que la fonction achat, même si, comme on l'a vu dans le chapitre précédent, est structurée, c'est devenu une fonction stratégique, la fonction d'achat aujourd'hui est quand même souvent dans les mains du directeur ou du gérant qui s'occupe dans 51% des cas des achats. Cela montre le fait qu'aujourd'hui, la structure n'y est pas encore. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas forcément dans toutes les entreprises une personne dédiée et chargée des achats. On n'a pas forcément un service achat. Et souvent, chacun achète un peu pour son service à lui. Donc ça, c'est en train de changer et c'est une bonne nouvelle pour la fonction achat. Bien évidemment, comme aujourd'hui, on n'est pas forcément hyper organisé, les fournisseurs locaux ont encore la part belle, puisque 66% des entreprises ont recours à des fournisseurs locaux. Alors, on peut le comprendre, par exemple, pour des produits périssables. On peut le comprendre pour des produits, qui ont une valeur ajoutée parce qu'ils sont locaux. En revanche, c'est plus difficile à comprendre pour des produits, je ne sais pas, vous achetez de la pâte à papier, qu'elle vienne de France, de Chine ou des États-Unis, à la limite, ça n'a pas de plus-value particulière. Élément important quand même à noter, c'est le fait que le e-commerce, aujourd'hui, devient un élément important puisqu'il a rattrapé déjà les fournisseurs nationaux et il est en passe de devenir la première source d'achat. C'est déjà d'ailleurs le cas dans des pays tels que la Chine. Là encore, seulement 26% des entreprises utilisent des contrats cadres. Qu'est-ce que c'est qu'un contrat cadre? C'est-à-dire qu'en fait, on a un contrat très rigide de partenariat entre l'acheteur et le fournisseur. Ces contrats cadres, aujourd'hui, simplifient la vie. Ils sont un peu difficiles à mettre en place, mais une fois qu'ils sont mis en place, ils sont très utiles. Et aujourd'hui, 55% des entreprises ne les utilisent pas. Et c'est aujourd'hui quelque chose que vous, en tant qu'étudiant, vous avez un rôle à jouer là-dessus parce que vous pourrez infléchir la situation. Quand on achète, on dit toujours qu'on fait jouer la concurrence. Faire jouer la concurrence, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez intérêt à faire plusieurs devis. Les devis comparatifs, alors vous voyez sur le schéma ici, c'est que 57% des entreprises utilisent en moyenne 3 devis. 3 devis, c'est raisonnable, à une condition, c'est que vous ayez fait une bonne présélection des fournisseurs. Si vous n'avez pas fait une présélection des fournisseurs au départ, ça n'a aucun intérêt. Un seul devis, c'est risqué, puisque vous n'avez pas d'éléments comparatifs. Au-delà de 3, donc 4, 5 devis, vous commencez à créer une usine à gaz. Alors, ça peut se justifier sur un achat très impactant et très élevé. Qu'est-ce qui motive aujourd'hui la décision de l'achat? Alors, assez bizarrement, 76% des acheteurs disent « Moi, ce qui me préoccupe le plus, ce sont les garanties et le SAV, le service après-vente. » Ça montre que quelque part, si vous êtes préoccupé par les garanties et le service après-vente, vous avez des achats que vous estimez pouvoir garder longtemps. Le prix, 72%, on a déjà vu dans le chapitre précédent que le prix est une notion très difficile à cerner puisque ce n'est pas qu'un montant en euros, c'est un ensemble, un package, ce qu'on appelle le global price.
Il est amusant de voir que la relation avec le commercial représente 52% dans le critère de décision, c'est-à-dire que 52% des entreprises vont acheter en fonction de l'affinité qu'elles ont avec le commercial. Je pense que vous serez assez facilement d'accord avec moi pour reconnaître que c'est relativement dangereux. Les délais de révision, les frais de port, on s'y attendait, mais ça représente la moitié dans le processus de décision. Et la renommée de l'acheteur, et la renommée de l'acheteur et du fournisseur sont des éléments importants. C'est clair que si on peut dire, ben voilà, moi, mon parfum, je l'achète chez un parfumeur reconnu, ça a plus de sens que de dire, ben, je ne sais pas trop où je l'achète. La fidélité au fournisseur. Il fut un temps, rappelez-vous, on avait dit qu'il y avait pendant longtemps, on était en situation conflictuelle avec le fournisseur. Tout ce qu'on gagnait, tout ce qu'on gagnait, c'était au détriment du fournisseur, et tout ce qu'il gagnait était à notre détriment. On est passé dans une relation amicale dans les années 90, c'est-à-dire que le fournisseur participait à la grandeur de l'entreprise, et pourtant, 57% des entreprises ne sont pas toujours fidèles au fournisseur. C'est-à-dire que la concurrence joue, et en tant qu'acheteur, c'est vraiment de votre responsabilité de la faire jouer. Attention, certains fournisseurs peuvent être des fournisseurs incontournables. Je prends un exemple simple. Nous avions essayé avec le groupe Cora à un moment donné de nous séparer de la brasserie Cronenbourg en Alsace parce que les prix étaient très élevés. C'était notre fournisseur de bière. On a fait l'essai et on a perdu énormément de clients. Pourquoi? Parce que c'était une marque incontournable. Donc, on a dû revenir tout penaud, voir Cronenbourg en leur disant que finalement, on serait content qu'ils redeviennent nos fournisseurs. Vous imaginez que les conditions dans lesquelles ils sont revenus n'étaient pas du tout à notre avantage. Le e-commerce, le e-commerce aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il est important, notamment sur le fait que 90% des entreprises considèrent que le e-commerce fait gagner du temps. Aujourd'hui, on a, par rapport au e-commerce, une certaine réticence à le reconnaître fiable. C'est en train de changer. C'est en train de changer beaucoup parce que quand vous prenez les grands groupes aujourd'hui sont en train de s'organiser. Et par exemple, vous commandez aujourd'hui sur Amazon, il y a de moins en moins d'erreurs, c'est hyper rapide. 66% des entreprises reconnaissent que le e-commerce sera l'avenir des achats. Alors bien sûr, ça a un impact, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les entreprises dans le futur, elles se voient plutôt faire du e-commerce que de l'achat traditionnel. C'est-à-dire que dans vos études sur les achats, il va falloir que vous commenciez à utiliser de plus en plus ces achats. Je suis sûr qu'en tant que jeune, vous vous servez souvent de l'e-commerce. Aujourd'hui, on a du mal à imaginer qu'on puisse acheter, je ne sais pas moi, notre système informatique en ligne. Ça va devenir le cas. Alors, tout ça pour dire que la situation aujourd'hui et le diagnostic de la fonction achat a l'air de tourner vers le e-commerce, mais le processus d'achat en tant que tel évolue relativement peu. C'est-à-dire que le processus d'achat, le raisonnement est le même, parce que le processus est donc le raisonnement est le même, les réponses sont différentes. Alors, dans le processus d'achat, nous allons différencier deux choses, les participants à ce processus et le processus lui-même. Alors, les participants, il y en a 4. Il y a l'utilisateur, c'est celui qui va vraiment utiliser le produit. Il y a l'acheteur, c'est celui qui va généralement le payer. Il y a le prescripteur, c'est celui qui vous a donné envie de l'acheter. C'est celui qui vous a conseillé de l'acheter parce qu'il a des preuves de l'efficacité de ce produit. Et on a l'influenceur. Alors l'influenceur, ça peut être la mode, la tendance. L'influenceur, ça peut être tous les éléments, même irrationnels, que vous avez en vous, qui vont vous inciter à acheter tel type de produit ou pas. Prenons l'exemple que vous avez dans le film, pour l'achat de médicaments pour un enfant malade. Qui est l'utilisateur? Qui est l'acheteur? Qui est le prescripteur? Qui est l'influenceur?
L'utilisateur, ben, c'est l'enfant qui est malade. C'est lui qui va avaler les médicaments. Bien souvent, il n'a pas forcément son mot à dire. L'acheteur, ben, c'est celui qui va payer. Dans notre cas, probablement les parents. Le prescripteur, c'est le médecin qui, dans son ordonnance, va dire, dans le cas de votre enfant, il faudrait qu'il prenne le médicament A ou B. Et l'influenceur, c'est tout ce qui est autour, qui gravite autour, et qui va faire que l'acheteur va se décider pour le médicament A ou le médicament B. Nous sommes en train de vivre une période de coronavirus. En France, il y a une grosse polémique sur quel type de médicament utiliser. L'utilisateur, c'est la personne qui a le coronavirus et qui est en réanimation. L'acheteur, c'est, par exemple, l'hôpital qui va dire, voilà, moi, il me faut de la chloroquine. Le prescripteur, ce sont les médecins qui sont favorables à ce médicament. Aujourd'hui, nous avons en France le professeur Raoult à Marseille, qui est une éminence dans le domaine médical, qui dit « Moi, je suis sûr que la chloroquine fonctionne ». Il est prescripteur. L'influenceur, ça va être l'ensemble des personnes, pas forcément connaisseurs, ça va être un journaliste, ça va être une star qui va dire « Moi, j'utilise ce produit, c'est super ». Donc, on s'aperçoit que ces 4 éléments, utilisateur, acheteur, prescripteur, influenceur, interviennent tous dans le processus d'achat à des niveaux différents. Et c'est l'ensemble de ces 4 personnes qui va faire que le produit va être acheté ou pas. Le processus d'achat, si on le fait de manière simple, alors simple, c'est souvent pour des achats qui sont peu impactants. On va avoir 5 étapes, reconnaissance d'un besoin. On va être 12 à table, il me faut 12 chaises. J'en ai que 8, il faut que j'en achète 4. Bon, ça, reconnaissance du besoin. Recherche de la solution. Recherche de la solution, revenons à ce que je viens de dire. Il faut que j'en achète 4 des chaises. Pas forcément. Je peux peut-être en emprunter 4, je peux peut-être en louer 4. Je peux peut-être faire que, au lieu de faire un repas à tous assis, on fasse un buffet où on est tous debout. Donc, la recherche de la solution, ça va être intégrer l'achat dans quelque chose de plus complexe. Évaluation des choix, on va dire, en étape numéro 3, finalement, l'idée de faire un buffet debout, c'est pas mal. Parce que c'est plus convivial, c'est plus agréable, on sera tous ensemble, il fera probablement beau, blablabla. Ok, on va pour le buffet debout, on n'achète pas les chaises. Ou, de toute façon, moi, ces chaises, j'en aurai toujours besoin parce qu'on sera souvent 12 à table dans le futur. Donc, j'achète les chaises. Et j'ai donc décidé d'acheter des chaises. Alors maintenant, étape numéro 4, décision d'achat. Est-ce que j'ai intérêt à acheter 4 chaises ou est-ce que ce ne serait pas idiot d'acheter, par exemple, 2 bancs de 2 places? Et donc, dans la décision d'achat, on sait qu'on va acheter quelque chose, on va encore négocier dans notre tête quel type d'achat on va faire. Des chaises, des bancs, des fauteuils, etc. Et ensuite, en étape numéro 5, on va évaluer le tout. Évaluer le tout, c'est de se dire, OK, j'ai décidé que nous allions acheter 4 chaises, l'évaluation de l'achat. On va se projeter dans le futur avec maintenant ces 8 plus 4 chaises. Et on va évaluer ça en se disant, finalement, c'est une bonne chose, mais tiens, c'est idiot, mais quand on n'est que 8, je ne sais pas où stocker les 4 chaises. Donc, j'ai un problème. Donc, on va évaluer l'achat. Pour un achat plus complexe, on doit aller plus loin dans le processus d'achat. Et on va avoir le processus d'achat complet qui a été résumé en 10 étapes. Ces 10 étapes, elles sont relativement simples à comprendre. Elles vont partir d'une idée de ce qu'on va appeler la distraction, on va y revenir,
jusqu'à effectivement l'évaluation, mais en ayant des étapes beaucoup plus rigides. Donc, pour les achats impactant l'entreprise, il est essentiel de respecter le processus d'achat. Alors, la première étape, c'est ce qu'on appelle la distraction. Distraction, vous comprenez tous le mot, on est distrait, c'est-à-dire qu'on observe sans observer. J'ai des informations qui m'arrivent, c'est parfait. Genre, dans le film, ils vous disent la directrice du service, elle prend son téléphone, elle l'utilise et d'un seul coup, elle se dit mais c'est marrant, j'ai vu un téléphone chez un particulier qui était beaucoup plus performant. Il était plus petit. On pouvait choisir sa sonnerie. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir, au moment où on fait quelque chose, des appels dans la tête qui nous font penser que ce que nous utilisons là pourrait être mieux. Je n'ai pas besoin de changer de téléphone, mais je m'aperçois qu'il y a des téléphones qui sont mieux. Donc, la distraction, c'est absolument quelque chose qui est non contrôlé, mais qui est récurrent, c'est très fréquent. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de changer de téléphone ou de robe ou de ce que vous voulez, mais j'en ai envie. Ou si j'en ai pas envie, je me pose la question en me disant, ça serait quand même pas mal. Cette étape 1 de distraction, elle va vous amener à l'étape 2 qui est la reconnaissance du besoin. C'est-à-dire que plus vous allez trouver votre téléphone vieillot, plus vous allez trouver des raisons qui vont justifier le fait que vous ayez besoin d'un téléphone. C'est souvent ce qu'on trouve chez les enfants. Chez les enfants, ils sont distraits, ils ont envie d'avoir un nouveau jouet et ils vont sans cesse revenir avec la distraction sur le fait qu'ils ont vraiment besoin de cet objet et que c'est un besoin. Dans certains cas, l'étape 1, qui est toujours dans la tête, elle va rapidement se transformer en étape 2. J'ai besoin d'eux. Dans certains cas, elle va même être quasiment inexistante. J'ai une voiture, ma voiture est cassée, boum, je passe directement en étape 2, j'ai besoin d'une autre voiture. Donc, les éléments extérieurs ont fait que mon étape 1 n'a pas eu lieu d'être. La reconnaissance du besoin, ben là on rentre bien sûr dans les notions de marketing. Cette reconnaissance du besoin peut être réelle ou créée ou virtuelle. J'ai vraiment besoin d'une voiture parce que j'ai cassé ma voiture, c'est évident. Mais revenez un peu au processus en vous disant, j'ai besoin d'une voiture ou j'ai besoin d'un moyen de déplacement. C'est-à-dire que quelque part, dans la reconnaissance du besoin, il faut se poser la question, à quoi me servait la voiture? Et y a-t-il d'autres moyens pour atteindre les mêmes objectifs sans avoir de voiture? Et ça, c'est l'étape numéro 3, la recherche de solutions. J'ai cassé ma voiture, immédiatement, je me dis, j'ai besoin d'une autre voiture. Mais maintenant, étape 3, est-ce que je peux me passer de la voiture? Est-ce que ce n'est pas l'occasion de faire autre chose que d'utiliser la voiture? C'est-à-dire qu'on ne passe pas de l'étape 2 à l'étape achat sans se poser la question, y a-t-il des solutions alternatives? Le rôle de l'acheteur, ça va être ça, de se dire, est-ce que vous avez vraiment besoin de la voiture? Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer, je ne sais pas, qu'on utilise les transports collectifs? Peu importe. Et ça va être part de votre processus de décision. Cet achat, de se dire quelles sont les solutions possibles, va obliger l'acheteur à être très ouvert d'esprit. C'est-à-dire, on ne va pas sauter sur la solution de remplacement, on va essayer de trouver des solutions alternatives. Et c'est compliqué, parce qu'imaginez que vous ayez 2 ou 3 solutions en balance,
Quand vous allez rentrer dans l'étape numéro 4, qui est la recherche de fournisseurs, il va falloir que vous soyez capable de faire des devis qui vont utiliser les deux possibilités que vous avez mises en place. J'achète la voiture, je fais du transport en commun. Recherche de fournisseurs pour la voiture, toutes les différentes marques, les garages, etc. à rechercher. Transport en commun, vélo, mobilette, moto, devis. On va se retrouver avec tout ça en compétition. Et dans la recherche des fournisseurs, il va falloir qu'on arrive à déterminer quels sont les critères de ces fournisseurs. Cela fera l'objet d'un des chapitres futurs, parce qu'effectivement, dans le choix des fournisseurs, il y a énormément de critères qui vont rentrer en ligne de compte. On a déjà parlé de prix, de délai, de notoriété, etc. Il y en a beaucoup, beaucoup d'autres qu'il va falloir qu'on arrive à classifier. Quand vous avez trouvé vos fournisseurs, vous leur avez fait faire des devis, vous avez des prix, vous avez des conditions d'achat, vous avez écrit un cahier de charges et ils ont répondu à ce cahier des charges. Ça, c'est votre étape 4. Là, vous allez maintenant rentrer dans l'étape 5, c'est-à-dire de se dire comment allez-vous évaluer les différentes propositions les unes par rapport aux autres. Quel va être votre raisonnement global qui va amener à cette évaluation des solutions et donc à la solution finale? Je vais acheter un pick-up, je vais acheter une moto, je vais prendre un abonnement à la société de chemin de fer, peu importe. L'évaluation des solutions, l'acheteur va devoir donc rédiger des notes en disant voilà comment je vais faire, voilà comment j'ai évalué et voilà les propositions que j'ai retenues, avec leurs avantages et leurs inconvénients. Cette solution, ou ces solutions, il va falloir les justifier. Les justifier, c'est l'étape numéro 6. C'est de rendre compte au conseil d'administration, si c'est un achat important, de rendre compte au chef de service, si c'est par exemple acheter un nouveau type d'ordinateur, est-ce que je prends du Mac, est-ce que je prends des PC? Il va falloir justifier cette solution au niveau de la personne qui va prendre la responsabilité de l'achat. Parce que ce n'est pas toujours l'acheteur qui prend la responsabilité de l'achat. Lui, il trouve les solutions, il propose et quelqu'un décide. Donc, le décideur dans l'entreprise, souvent, ça va être le manager pour des achats importants, mais très souvent, dans une entreprise, on va dire tel acheteur, telle personne, par exemple, tel chef de service, n'a pas à justifier ses achats tant que c'est en dessous de 2 000 €. Donc, moi, je veux acheter un ordinateur, je suis chef de service, il vaut 1 500 €, je l'achète, point. Dès que ça dépasse le montant qui m'était octroyé, il va falloir que je justifie ma solution en proposant à mon directeur, voilà, j'ai pensé acheter ce système informatique, il vaut 3 000 €, mais l'avantage qu'il a est blablabla par rapport à celui de 1 500 que j'avais estimé. Avant d'acheter, le processus d'achat maintenant a évolué. On va rentrer dans une étape 7, qui est la recherche sur les réseaux. Pourquoi? Parce que sur les réseaux, aujourd'hui, vous trouvez tout, et des fois n'importe quoi, mais souvent tout quand même. Et là, vous allez avoir les avis d'utilisateurs. Vous allez avoir, par exemple, moi, je regarde souvent quand j'achète quelque chose qui a une certaine valeur, je regarde les tutoriels. Les tutoriels de, je ne sais pas, vous achetez une imprimante, comment changer l'imprimante, comment changer, pardon, la cartouche, quelles sont les pannes les plus fréquentes. Tout ça, vous le trouvez sur les réseaux. Et ça va être une ligne d'information parce que vous dites, tiens, je tape problème de cartouche sur l'imprimante Canon 280. Si je trouve 800 personnes qui me disent qu'ils ont eu un problème avec cette cartouche, je dois en tenir compte. Ça ne veut pas dire que je n'achèterai pas la Canon 280, mais ça veut dire que je l'achèterai en connaissance de cause et en sachant que le coût de remplacement va être un coût qui est quasiment inévitable.
Et ça va m'amener à l'étape numéro 8, l'analyse des coûts. C'est-à-dire que maintenant, je me dirais, la Canon, elle vaut 500 €, mais la cartouche, a priori, je sais qu'il faut la changer tous les 6 mois. Et cette cartouche vaut 80 €. Boum. Je sais que dans 2 ans, mon imprimante aura coûté 500 € plus 4 fois 80, c'est-à-dire 720 € de coût total. On est loin du prix de départ. Et tout ceci va rentrer dans l'étape numéro 9, qui est donc l'achat. Et l'achat, c'est la décision. Et dans cette décision, il va y avoir une négociation avec l'acheteur. C'est-à-dire qu'on va obligatoirement lui dire, vous vouliez me vendre ça à 500 €, attention, je sais qu'il faut changer la cartouche tous les 6 mois, j'achète si vous me donnez une cartouche d'avance, par exemple. Et là, on va avoir une renégociation avec des éléments qui sont venus après. Une fois que le contrat est signé et le contrat d'achat est signé, ce sont les clauses du contrat qui vont déterminer la suite. Et notamment, et on aura l'occasion d'y revenir, attention dans les contrats d'achat, faites toujours attention à ce qu'on appelle la clause de propriété, c'est-à-dire à qui appartient cette imprimante. Est-ce qu'elle vous appartient à partir du moment où vous avez signé le contrat? Est-ce qu'elle vous appartient à partir du moment où elle vous a été livrée? Est-ce qu'elle vous appartient à partir du moment où vous avez payé? Conditions de contrat, c'est-à-dire qu'il va falloir regarder les conditions et les termes de vente. Vous avez maintenant acheté votre imprimante et vous rentrez dans l'étape numéro 10. Vous allez trouver un système pour évaluer la décision. C'est-à-dire, vous allez faire un cahier des charges interne où vous allez dire, ben voilà, vous allez poser les questions. Par exemple, si je reprends l'exemple de la cartouche, chaque fois que la cartouche est changée, merci de me le dire. C'est-à-dire que, par exemple, si ça se trouve dans votre entreprise, vous n'aurez pas à changer la cartouche pendant 1 an. Vous aurez potentiellement gagné donc une cartouche sur l'année, c'est-à-dire 80 €. Ou l'inverse, il faut changer la cartouche tous les 3 mois et vous apercevez que votre achat n'était pas si rentable que ça. Donc ces 10 étapes-là, elles sont hyper importantes. Il faut les suivre. Ça veut dire qu'il faut avoir une méthodologie qui permette de le contrôler. Et il faut mettre en place les tests pour contrôler de tout. Alors, ce que je souhaiterais faire maintenant avec vous, c'est vous proposer un exercice. Et donc, on va se placer dans la situation où vous êtes responsable des achats. D'accord? Alors, j'ai devant moi l'exercice, vous l'avez aussi, on va le regarder ensemble. Votre université souhaite acheter une photocopieuse pour pouvoir imprimer tous les polycopiers demandés par les étudiants et les enseignants. Vous êtes là ou le responsable des achats et vous savez 2 choses. C'est que les besoins vont rapidement augmenter, il y aura de plus en plus d'étudiants, mais que les progrès technologiques dans ce domaine vont très vite. Le photocopieur que vous achetez aujourd'hui, si vous l'achetez, eh ben dans 3 ans, il est dépassé. Donc, le directeur ou la directrice de l'école vous demande, en tant que responsable d'achat, de lui rédiger une note en expliquant les différentes étapes de votre processus d'achat. C'est-à-dire que, au départ, le directeur ou la directrice pense acheter un photocopieur. C'est à vous, en tant que responsable des achats, de lui proposer une méthode. Peut-être que vous arriverez au fait que acheter un photocopieur n'est pas forcément la meilleure idée. Peut-être qu'il vaut mieux le louer. Et à ce moment-là, vous allez lancer un appel d'offres au niveau des loueurs de photocopieurs ou pas. Donc cette note, rédigée de manière simple, c'est une manière de voir comment s'appelle le processus en lui-même. On peut considérer que votre directeur ou directrice d'université, c'est peut-être par distraction qu'elle a
qu'elle ou il a souhaité acheter un photocopieur, parce que peut-être qu'il a été voir un collègue à lui et s'est aperçu que waouh, ils avaient une super photocopieuse qui faisait tout sauf le café, comme on dit. Et du coup, elle s'est dit, ou il s'est dit, j'ai besoin d'un photocopieur. Donc cette distraction-là, elle est tout à fait légitime et c'est souvent l'élément qui déclenche le processus. Voilà, je voudrais vous remercier de votre attention. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Et à ce sujet-là, vous allez recevoir les films du chapitre 3 que je vous demande, pareil, toujours, de regarder de manière, comment dire, relaxe, mais qui vous permettra de vous imprégner du sujet. À très bientôt. Portez-vous bien. Au revoir.